Il y a des choses qui vous garantissent un certain niveau de richesse si vous les faites correctement. Si vous êtes pauvre ou avez des difficultés financières, vous feriez bien de vous intéresser à ces choses. Les millionnaires et les entrepreneurs prospères utilisent des stratégies financières secrètes qui ne sont jamais enseignées à l'école. Ces secrets sont à votre portée pour transformer votre vie financière dès aujourd'hui. Il y a 4 façons de gagner de l'argent et chacune dépend de vos connaissances et de votre tolérance au risque. On gagne de l'argent en étant employé, en étant travailleur indépendant, en étant chef d'entreprise ou en étant investisseur. La richesse augmente au fur et à mesure que vous progressez à travers ces paliers. Ces 4 catégories ont un dénominateur commun: votre façon de gérer et de contrôler votre argent. Un employé qui gère très bien son argent et qui contrôle où il va peut éventuellement devenir un investisseur et atteindre la liberté financière en générant des revenus passifs chaque mois. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les vérités cachées derrière la gestion de l'argent que les riches ne veulent pas que vous sachiez. La différence fondamentale entre les riches et les pauvres réside principalement dans la gestion de leur argent. Les pauvres gèrent leur argent de manière inefficace, tandis que les riches utilisent intelligemment leur argent pour acheter des actifs qui génèrent plus d'argent, au lieu de simplement dépenser. Les riches investissent leur argent dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui rapportent de l'argent, comme une petite entreprise ou un bien immobilier qui génère des revenus de location. Par exemple, avant d'acheter quelque chose de très cher comme une voiture, ils préfèrent d'abord investir dans un actif qui générera suffisamment de revenus pour payer cette voiture. Prenons l'exemple de Robert Kiyosaki. S'il veut acheter une belle Ferrari, il ne l'achètera pas directement avec son argent personnel. Il va d'abord investir dans une entreprise ou un bien immobilier. Ensuite, les revenus générés par cet investissement financeront l'achat de la Ferrari. Cette technique de gestion de l'argent est au cœur de leur fortune. En utilisant cette méthode, les riches s'assurent de ne pas toucher à leur argent personnel ou à leur salaire pour acheter des objets de luxe. Ils investissent d'abord dans des actifs qui génèrent suffisamment de revenus pour payer les choses dont ils ont besoin. Cela les aide à construire une richesse durable et à éviter des dettes inutiles. En suivant cette méthode de gestion de l'argent, ils peuvent se permettre d'acheter des objets de luxe sans mettre en danger leur sécurité financière. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est crucial d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus au lieu de dépenser directement son argent pour des biens de consommation. Il est très important, voire crucial, de savoir où va votre argent et de le contrôler efficacement pour construire votre richesse et atteindre une stabilité financière. Contrôler son argent équivaut d'abord à comprendre les flux de trésorerie, c'est-à-dire les mouvements d'argent entrant et sortant de vos comptes. Il est également important de savoir combien d'argent vous gagnez, autrement dit vos revenus mensuels, et combien d'argent vous dépensez, autrement dit vos dépenses mensuelles. Une fois que vous connaissez ces informations, vous devez établir un budget qui vous aide à planifier vos dépenses et à épargner de l'argent chaque mois. Notez toutes vos sources de revenus et toutes vos dépenses pour voir où va votre argent. Ainsi, vous pouvez prioriser les investissements dans des actifs qui génèrent des revenus plutôt que dans des passifs qui consomment de l'argent. Contrôler son argent signifie également réduire les dépenses inutiles. Réduire ces dépenses vous permet d'économiser plus et donc d'investir plus afin de gagner plus. L'école ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Les riches ont appris cela grâce à leur éducation extra-académique. Acquérir des connaissances financières sans se fier uniquement à ce que l'on apprend à l'école est très important. L'éducation financière vous permet de comprendre comment gagner, dépenser, épargner et investir votre argent. Elle permet également de prendre de meilleures décisions financières afin d'éviter des erreurs très coûteuses. Un moyen d'apprendre ce que l'école ne peut vous enseigner sur l'argent est de lire des livres, de suivre des cours en ligne et d'écouter des experts en finance. Ensuite, vous pouvez apprendre à investir, à épargner efficacement et à différencier un actif d'un passif. Par exemple, les riches préfèrent investir leur argent dans des actions, des obligations ou des biens immobiliers
qui rapporte des revenus, plutôt que de simplement l'économiser sur un compte bancaire. Maintenant, il existe plusieurs manières de gagner de l'argent, et les montants que vous pouvez gagner varient selon chaque méthode. La première méthode pour gagner de l'argent est d'être employé, ce qui signifie essentiellement travailler pour une entreprise et recevoir un salaire régulier chaque mois. Il n'y a aucun mal à gagner de l'argent en étant employé, et cela présente même des avantages tels que la sécurité de l'emploi et les avantages sociaux, comme les assurances et la retraite. Gagner de l'argent en étant employé convient très bien à ceux qui n'ont pas envie de prendre de gros risques financiers. Cependant, l'inconvénient de gagner de l'argent en étant employé est que vos revenus sont limités, c'est-à-dire que chaque mois, vous gagnez le salaire correspondant au travail fourni. La première règle de la création de richesse est que vous ne devez pas avoir de limitation à vos revenus. Pour ne pas avoir de limite à vos revenus, il est essentiel d'avoir votre propre entreprise. Un autre inconvénient est que vous êtes dans une situation plutôt fragile, puisque vous dépendez d'un employeur. Une autre manière de gagner de l'argent est de travailler pour soi-même, comme un freelance, un consultant ou un propriétaire de petite entreprise. L'avantage de gagner de l'argent en étant travailleur indépendant est que vous avez plus de contrôle sur votre travail, car vous êtes votre propre patron. Vous avez également un potentiel de revenus plus élevé, car en tant que travailleur indépendant, vous n'êtes pas limité par un salaire. Vous pouvez fixer vos propres tarifs et gagner autant d'argent que vous le souhaitez en fonction de votre niveau de compétence, de votre expérience et de votre clientèle. Le potentiel de gagner plus d'argent qu'un emploi traditionnel est donc bien réel. L'autre avantage est que vous avez plus de flexibilité. En étant votre propre patron, vous pouvez définir vos propres heures de travail, c'est-à-dire travailler quand vous voulez et où vous voulez. Vous avez également l'autonomie, car vous êtes le principal responsable de votre succès. Cependant, gagner de l'argent en étant travailleur indépendant présente aussi des inconvénients, parmi lesquels l'incertitude des revenus. Contrairement à un employé qui reçoit une paie mensuelle garantie, votre revenu n'est pas assuré. Vous ne bénéficiez pas non plus des mêmes avantages sociaux qu'un employé. En général, vous payez également plus d'impôts que les chefs d'entreprise et les investisseurs. Ce qui nous amène à la troisième façon de gagner de l'argent: posséder une grande entreprise avec plusieurs employés. C'est à partir de ce niveau que la vraie richesse se construit. La plupart des millionnaires et des milliardaires sont soit des chefs d'entreprise, soit des investisseurs. L'avantage de posséder une entreprise est que vous utilisez le travail des autres pour générer des revenus. Ici, le potentiel de revenus est très élevé. Cependant, qui dit potentiel de revenus élevé, dit également risque plus élevé et gestion plus complexe. La quatrième manière de gagner de l'argent est de le faire en étant investisseur. Concrètement, les investisseurs achètent des biens immobiliers, des parts d'entreprises et d'autres actifs qui génèrent régulièrement des revenus passifs. Ce qu'ils font essentiellement, c'est mettre leur argent au travail pour eux. Ils sont capables de gagner de l'argent même lorsqu'ils dorment. C'est pourquoi ces revenus sont appelés des revenus passifs. La liberté financière, c'est la capacité de gagner de l'argent sans travailler. L'inconvénient ici est que gagner de l'argent en tant qu'investisseur nécessite beaucoup de connaissances en investissement, ainsi qu'une tolérance élevée aux risques financiers. Il est important pour vous de comprendre ces 4 manières de gagner de l'argent, car cela vous permet de choisir la meilleure voie en fonction de vos compétences, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Vous pouvez également combiner différentes façons de gagner de l'argent. Par exemple, vous pouvez être employé et gagner un salaire tous les mois, tout en investissant ce salaire dans des actifs qui génèrent des revenus passifs chaque mois. Cela vous permet d'atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Maintenant, peu importe votre méthode pour gagner de l'argent, le dénominateur commun de la richesse est la distinction entre un actif et un passif. La distinction entre acheter quelque chose qui rapporte de l'argent, comme une entreprise rentable, un bien immobilier à louer ou des actions qui versent des dividendes, et acheter un passif, c'est-à-dire quelque chose qui coûte de l'argent, est cruciale. Cette distinction est très importante, puisque ce sont les actifs qui augmentent vos revenus et votre richesse.
tandis que les passifs diminuent vos revenus en ajoutant des dépenses. Par exemple, si vous achetez une maison avec un prêt, chaque mois vous devez payer la banque qui vous a prêté l'argent. Cette maison que vous avez achetée est un passif, car tous les mois, elle sort de l'argent de votre poche. Par contre, si vous achetez une maison et que vous la louez, les loyers reçus chaque mois sont des revenus passifs. Cette maison est donc un actif, car elle rapporte de l'argent dans votre poche. Beaucoup de gens pauvres pensent que des choses comme une voiture ou une maison sont des actifs, mais si elles vous coûtent plus qu'elles ne rapportent, elles sont des passifs. Par exemple, si vous achetez une voiture de luxe, chaque mois, vous devez payer les mensualités du prêt, l'assurance et l'entretien. La voiture vous coûte de l'argent et est donc un passif. Par contre, si vous achetez une voiture et que vous l'utilisez pour faire de la location ou des livraisons, et que l'argent que vous gagnez dépasse le coût de la voiture, celle-ci devient un actif, car elle vous rapporte de l'argent. Maintenant, pour gagner beaucoup plus d'argent tous les mois, vous devez simplement passer d'un statut à l'autre. Si le salaire que vous gagnez en tant qu'employé ne vous suffit pas, vous pouvez passer au statut de travailleur indépendant pour briser la première limitation sur votre salaire. Si ensuite le revenu d'un travailleur indépendant ne vous suffit pas, vous pouvez passer au statut de chef d'entreprise, puis éventuellement au statut d'investisseur en acquérant beaucoup plus d'actifs. Pour que vous puissiez faire cela, il est important de chercher à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences plutôt que de chercher un emploi stable et bien payé. Les compétences que vous acquérez peuvent vous rendre plus riche à long terme. Vous pouvez également rechercher des emplois qui vous permettent d'apprendre et de développer de nouvelles compétences, car ces compétences sont plus précieuses que le salaire immédiat, offrant ainsi plus de possibilités à l'avenir. Par exemple, les expériences et les compétences que vous cumulez peuvent éventuellement vous aider à lancer votre propre entreprise ou à obtenir un meilleur emploi plus tard. Si, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez apprendre à vendre, à gérer des projets ou à comprendre la finance. Ces compétences seront extrêmement utiles pour vos futurs projets. Il est également important de comprendre que pour créer de la richesse, il faut être prêt à prendre des risques calculés. C'est grâce aux risques que l'on apprend et que l'on grandit. En adoptant une approche d'apprentissage continu, vous découvrirez que, en tant qu'employé, vous payez les impôts les plus élevés, souvent autour de 40%, qui sont directement prélevés sur vos salaires. En revanche, les riches qui possèdent de grandes entreprises bénéficient souvent de taux d'imposition beaucoup plus bas, généralement autour de 20%. De plus, ces personnes reçoivent des incitations fiscales pour créer des emplois et contribuer à la stabilité économique. Si vous vous lancez dans l'apprentissage continu, vous découvrirez également que les travailleurs indépendants paient à la fois l'impôt sur le revenu personnel et l'impôt sur les entreprises. Cela peut faire grimper leur taux d'imposition jusqu'à 60%, car ils doivent payer les cotisations sociales des employeurs et des employés. D'un autre côté, les investisseurs peuvent bénéficier de nombreux avantages fiscaux significatifs. Par exemple, ils peuvent payer très peu d'impôts, voire aucun, sur les revenus d'investissement en utilisant des stratégies de planification fiscale. Un exemple simple est celui des investisseurs immobiliers qui peuvent déduire les intérêts hypothécaires et les dépenses liées à la gestion de leurs propriétés. Comprendre la différence de taxation entre employés, travailleurs indépendants, grandes entreprises et investisseurs est crucial pour optimiser vos revenus en utilisant des stratégies fiscales appropriées. Vous pouvez éventuellement réduire votre charge fiscale et améliorer votre situation financière. Au lieu de s'enfoncer dans la pauvreté, il faut trouver des solutions pour s'enrichir. Tous les self-made millionnaires ont été financièrement fauchés à un moment donné de leur vie. L'équation la plus simple de la richesse est la suivante. Si vous pouvez identifier ce que font les pauvres et éviter de faire ces mêmes choses, vous ne serez certainement pas un raté. Parce qu'en réalité, la richesse est le résultat de certains comportements et de bonnes habitudes financières. Les riches ont des habitudes de dépenses différentes. Ils pensent différemment, agissent différemment. Ils savent qu'en prenant soin de leur argent maintenant, leur argent prendra soin d'eux à l'avenir.
Leur schéma financier est totalement différent de celui des pauvres. Que font les pauvres? Ils pleurent, blâment, dépensent, croient tout savoir et se fichent complètement de l'argent. Et vous savez quoi? Si vous vous fichez de l'argent, soyez sûr que l'argent se fichera de vous. Aujourd'hui, nous allons voir 6 choses, ou autrement dit, 6 comportements et habitudes que les pauvres ont et que les riches évitent. Accrochez-vous, car la 5e habitude est la plus destructrice. Premièrement, les pauvres ont un comportement de dépense impulsif qui n'est absolument pas visible chez les riches. Ce n'est pas la sagesse financière ou l'intelligence financière qui dictent leur comportement, mais plutôt leurs envies et leurs émotions. Ils sortent pour acheter de la lessive et reviennent avec un panier rempli d'articles dont la plupart ne sont pas des besoins essentiels. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce genre de comportement. Des experts ont observé ce genre de comportement et ont constaté que, la plupart du temps, ce sont les personnes ayant un faible revenu qui s'adonnent à ces dépenses impulsives. Soyez témoins avec moi. Que faites-vous de votre argent? Si vous n'avez pas d'objectif financier et que l'épargne n'est pas une priorité ou une nécessité pour vous, eh bien, vous ne faites que dépenser. Mais en dépensant de l'argent, vous vous appauvrissez, tout en rendant quelqu'un d'autre riche. Les dépenses des uns font la richesse des autres. Vous pourriez me dire que les riches aussi dépensent, et vous auriez raison. Mais les riches dépensent différemment, selon leurs priorités. Un riche entrepreneur raconte que lorsqu'il a accumulé beaucoup d'argent, il continuait de conduire une Ford Focus, alors qu'il pouvait se permettre d'acheter n'importe quelle voiture. Simplement, à cette période, acheter une nouvelle voiture n'était pas sa priorité. L'argent qu'il aurait dépensé pour une voiture, il l'a investi dans des actifs. Aujourd'hui, il a une fortune de plus de 200 millions de dollars, vit dans une maison de 25 millions de dollars et possède plusieurs voitures de luxe. Si vous avez une habitude de dépense impulsive, voici le meilleur conseil: arrêtez. Si c'est très difficile pour vous, alors établissez un plan financier chaque mois. Faites un budget au début de chaque mois. Prévoyez vos dépenses et développez l'habitude d'épargner. Ce qui nous amène à la 2e chose que font les pauvres et que les riches ne font pas, et c'est l'absence d'épargne. On dit souvent que l'argent va dans les poches de celui ou celle qui le respecte et le traite le mieux. Les pauvres n'épargnent pas. Et des études ont montré que l'absence d'épargne est souvent visible chez les personnes à faible revenu. Pour certains, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas épargner, mais parce qu'ils adoptent des comportements qui les poussent à ne pas le faire. 2 repas au restaurant par semaine, une sortie le samedi soir, quelques autres dépenses imprévues, et voilà que notre argent sort de notre poche pour aller enrichir quelqu'un d'autre. Une étude menée en Amérique montre qu'environ 40% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. Tout le monde est capable d'épargner dans la mesure où l'on organise ses priorités financières. Les envies et les émotions sont les ennemis de la création de la richesse. Ce sont elles qui poussent les traders financiers à commettre des erreurs de plusieurs millions d'euros. L'intelligence et la rationalité peuvent vous faire éviter ces erreurs. Épargner aujourd'hui, c'est simplement transférer son pouvoir d'achat dans l'avenir, qui est toujours incertain. La phrase de grand-mère « Épargner pour les jours pluvieux » reste toujours valable. Si vous ne voulez pas être vulnérable face aux imprévus de la vie, si vous ne voulez pas être incapable de prendre soin de vos parents s'il leur arrive quelque chose, si vous ne voulez pas être incapable de prendre soin de vous-même en cas de problème, si vous voulez vivre sans stress et sans anxiété financière et vivre dignement le reste de votre vie, alors épargnez. Par contre, si cela ne vous intéresse pas, continuez de ne pas épargner et laissez-vous guider par vos envies et les circonstances. La 3e chose observable chez les pauvres, mais pas chez les riches, est le manque d'ambition. C'est presque une maladie très grave pour laquelle Napoléon Hill estime qu'il n'y a aucun remède. Le manque d'ambition chez les pauvres crée un risque accru de pauvreté intergénérationnelle. C'est-à-dire que la pauvreté se transmet d'une génération à l'autre.
Les enfants élevés dans des environnements où l'ambition est faible sont susceptibles d'adopter les mêmes attitudes et comportements, perpétuant ainsi le cycle de pauvreté. Le manque d'ambition et l'absence d'objectifs élevés peuvent réellement détruire votre estime de vous-même et votre confiance en vos capacités. C'est pourquoi Napoleon Hill nous a mis en garde contre cette maladie. Une étude de l'Université de Chicago a révélé que les enfants de familles ambitieuses et bienveillantes ont 10 fois plus de chances de réussir sur le plan financier et académique que ceux qui ne bénéficient pas de ce soutien. Vous savez pourquoi certaines personnes ne sont pas ambitieuses? Parce qu'elles croient à tort qu'il y a une vertu dans le fait de rester pauvre. Personnellement, je crois qu'il n'y a aucune vertu à rester pauvre. Vous pouvez être pauvre et méchant, tout comme vous pouvez être riche et généreux. De même, vous pouvez être riche et malheureux, ou pauvre et heureux. L'ambition la plus noble et la plus rémunératrice est celle de vouloir trouver un moyen de servir les autres. En faisant cela, vous poursuivez 2 idéaux. Un idéal égoïste qui est de vous enrichir personnellement et de prendre soin de vous, et un idéal altruiste qui est de satisfaire les besoins des autres. La 4e chose que l'on peut observer chez les pauvres, mais pas chez les riches, est le manque de formation continue. Laissez-moi vous dire cette vérité qui m'a frappé lorsque je l'ai entendue pour la première fois. Les gens avec une mentalité de pauvreté croient, souvent de manière très profonde, qu'une fois qu'ils ont terminé leurs études et obtenu leur diplôme, ils ont achevé leur éducation. C'est la plus grande erreur que quelqu'un puisse commettre dans sa vie. Le résultat est qu'on observe chez la population à très faible revenu une absence ahurissante de formation continue. Ils se contentent généralement de leur salaire, de leur emploi et de leur routine. Les rares formations qu'ils suivent sont celles proposées par leur entreprise. Une étude de Tom Corley, auteur de Rich Habits, a montré que 98% des personnes riches passent 30 minutes ou plus chaque jour à lire des livres liés à leur carrière ou à leur développement personnel, contre seulement 2% des personnes pauvres. Je vais vous dire ceci. Dans l'époque où nous vivons actuellement, la seule compétence qui importe réellement est la capacité à apprendre de nouvelles compétences. Autrement dit, la capacité à se former continuellement. Aujourd'hui, plus que jamais, les choses évoluent à un rythme très rapide. Chaque année, et maintenant presque chaque semestre, il y a de nouvelles tendances. Vous devez constamment vous former pour pouvoir saisir directement les opportunités lorsqu'elles se présentent. Le développement personnel et professionnel sont les moteurs du succès. Sans formation continue, vos compétences deviennent très rapidement obsolètes, ce qui peut vous empêcher de progresser dans votre carrière professionnelle. Soyez curieux, explorez de nouvelles pistes, cherchez de nouvelles possibilités, soyez à l'affût des tendances. Formez-vous continuellement dans les domaines qui ont le plus de valeur pour les gens. Les besoins et les envies évoluent constamment et vous devez évoluer avec eux. La 5e chose que font les pauvres, mais pas les riches, est l'excès de divertissement. L'excès de divertissement est un obstacle à la croissance personnelle et financière. Faites ce test parmi les gens autour de vous et dites-moi si cela est vrai ou pas. Demandez à 5 personnes de votre entourage, vos amis par exemple, de vérifier leur temps d'écran quotidien. Vous verrez probablement une moyenne de plus de 5 heures par jour passées sur le portable, et les applications qui dominent leur temps d'écran sont des applications de divertissement. Notre époque surcote tellement le divertissement qu'un auteur a même parlé de la tyrannie du divertissement. Une enquête a démontré qu'une personne moyenne passe environ 11 heures par jour à interagir avec les médias, incluant la télévision et les smartphones. Que ce soit la télé ou les téléphones portables, on consomme la chose la plus précieuse que nous avons, à savoir notre temps, sur des choses qui, au fond et honnêtement, n'en valent vraiment pas la peine. Ce sont souvent les gens pauvres qui font cela. Ce comportement est une exception chez les personnes riches, qui savent que le bien le plus précieux qu'ils ont est leur temps, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de le dépenser imprudemment. Si votre divertissement vous rapporte de l'argent, vous êtes alors l'une des personnes les plus chanceuses au monde qui ont trouvé leur passion
et un moyen de vivre de celle-ci. C'est très noble, et cela implique un processus de création. Si vous êtes une de ces personnes, je peux vous dire que vous serez très riche dans votre vie. Je connaissais quelqu'un qui avait de très sérieux problèmes comportementaux et financiers. Au lieu de chercher des solutions à ces problèmes, il trouvait une forme d'évasion dans les divertissements. Pour un instant, il se cachait derrière son smartphone ou sa télévision. Mais une fois la télé éteinte et le smartphone posé, sa réalité le rattrapait et il avait juste perdu son bien le plus précieux, son temps. La sixième chose que l'on observe chez les pauvres, mais pas chez les riches, est le manque d'investissement. J'ai appris il y a longtemps une leçon très importante. La meilleure dépense est toujours pire que le pire investissement. Presque tout le monde aujourd'hui peut investir. Mais la plupart du temps, ce sont les riches qui le font. Le manque d'investissement est un comportement fréquent chez les gens pauvres. On peut dire que les pauvres n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas de ressources financières suffisantes. Mais je parie que nous connaissons tous quelqu'un qui a de l'argent pour dépenser dans des choses qui ne représentent pas des besoins réels, mais qui n'en a jamais lorsqu'il s'agit d'investir. En fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'ils investissent pour eux-mêmes et non pour quelqu'un d'autre. On peut également dire que le manque d'investissement est fréquent chez les personnes pauvres parce qu'elles manquent de connaissances dans le domaine. Mais c'est une excuse faible, car aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et peut apprendre sur YouTube ou ailleurs. La seule raison valable que je vois pour expliquer pourquoi les pauvres n'investissent pas est que cela demande des efforts. Cela exige de la discipline émotionnelle et parfois physique, ainsi qu'une volonté inébranlable. Chose que la personne moyenne n'a pas envie de faire. La richesse est le résultat des habitudes financières. Montrez-moi vos habitudes et je vous dirai si vous allez devenir riche ou rester pauvre. Une personne pauvre peut commencer à adopter des habitudes qui attirent la richesse et éventuellement devenir riche. De même, une personne riche peut adopter des habitudes qui attirent la pauvreté et finir par devenir pauvre. Mike Tyson, par exemple, valait presque un demi-milliard de dollars à un moment donné. Il était très riche, mais en adoptant des habitudes qui attirent la pauvreté, il a fait faillite et a presque touché le fond. Que s'est-il passé ? Il dépensait son argent de manière imprudente, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La seule chose qui garantit la richesse ou la fortune est notre comportement envers l'argent. Nous allons examiner quelques dépenses que font les pauvres et qui les maintiennent dans la pauvreté. L'une des premières grosses dépenses des personnes à faible revenu est celle liée aux jeux de hasard et aux paris sportifs, qui représentent un piège financier énorme. Entrez dans n'importe quel bureau de tabac ou point de vente, restez-y 5 minutes, et vous verrez le nombre de personnes qui viennent acheter des tickets dans l'espoir de gagner une grosse somme d'argent. Les jeux de hasard et les paris sportifs sont souvent perçus par les personnes à faible revenu comme une voie rapide pour améliorer leur situation financière. Mais ces activités ne font qu'aggraver leur situation économique et financière. Les dépenses régulières en billets de loterie, en paris sportifs et en autres formes de jeux peuvent s'accumuler et représenter une part significative de leurs dépenses mensuelles. Une étude américaine menée par Bankrate révèle que 28% des gens admettent que les jeux de hasard et les paris sportifs font partie de leurs dépenses mensuelles, ce qui les empêche d'économiser et d'investir efficacement. Au lieu d'utiliser cet argent pour investir et le faire croître, les gens recherchent la facilité et voient dans les jeux de hasard et les paris sportifs un moyen de gagner beaucoup d'argent sans fournir d'efforts, ni acquérir les compétences nécessaires pour accumuler une richesse. Les statistiques montrent que la majorité des personnes qui participent aux jeux de hasard perdent plus d'argent qu'elles n'en gagnent. Selon une étude de la Commission des jeux de hasard, environ 80% des joueurs réguliers finissent par perdre de l'argent sur le long terme, ce qui montre que les jeux de hasard sont conçus pour être profitables pour les opérateurs et non pour les joueurs. Cela démontre également que les jeux de hasard et les paris sportifs ne sont pas une solution viable pour atteindre l'indépendance financière. Au contraire, ils contribuent à maintenir les gens dans une situation de pauvreté. L'année dernière, j'ai connu une personne qui a détruit sa situation financière
et a presque ruiné sa vie entière en se laissant entraîner dans les jeux de hasard et les paris sportifs. Cette personne était devenue tellement accro aux paris sportifs qu'elle nourrissait l'ambition de devenir riche sans fournir les efforts nécessaires. Elle dépensait tout son salaire sur des tickets de paris sportifs, jusqu'au point où elle a commencé à s'endetter pour continuer à parier. À ce stade, elle était aliénée, empruntant de l'argent pour parier dans l'espoir de gagner suffisamment pour rembourser ses dettes précédentes. Sans s'en rendre compte, elle est entrée dans une spirale destructrice qui a d'abord anéanti sa petite situation financière et a failli détruire sa vie. J'ai rarement vu une personne riche ou une personne financièrement stable s'adonner aux jeux de hasard et aux paris sportifs dans l'espoir de devenir encore plus riche. Il y a toujours des exceptions, comme des célébrités telles que Drake qui partagent sur les réseaux sociaux les paris qu'ils ont faits. La raison principale pour laquelle ils partagent cela est de promouvoir les entreprises de paris et d'inciter leurs abonnés à faire de même, donc à dépenser leur argent. Les gens riches font confiance à leurs propres capacités et compétences pour s'enrichir. Ils ont tendance à investir dans des options plus sûres et diversifiées, telles que les actions, l'immobilier, etc. Certes, le temps qu'il faut pour accumuler une certaine richesse est beaucoup plus long, mais une chose est sûre, ils finiront tôt ou tard par l'accumuler. Prenons un exemple simple. Disons qu'il y a deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A dépense 5 € par jour dans les paris sportifs et les jeux de hasard dans l'espoir de devenir riche. La personne B, quant à elle, choisit de prendre ces mêmes 5 € par jour et de les investir dans un fonds commun de placement avec un rendement annuel de 10%. Premièrement, la personne A dépense 5 € par jour, ce qui représente une dépense quotidienne constante, sans aucun retour sur investissement garanti. Sur une période de 40 ans, cela s'accumule à 73 000 €. Après 40 ans, la personne A aura dépensé 73 000 € sans aucun gain substantiel, car les jeux de hasard et les paris sportifs sont généralement des pertes nettes pour la plupart des participants. En revanche, la personne B, avec un rendement annuel de 10%, investit 5 € par jour, ce qui représente un investissement régulier et croissant grâce à l'effet des intérêts composés. 5 € par jour multiplié par 365 jours équivaut à 1 825 € par an. En utilisant la formule des intérêts composés, la valeur future des investissements de la personne B après 40 ans est d'environ 885 000 €, presque 1 million d'euros. Cette comparaison entre ces deux stratégies montre un contraste frappant. La personne A, avec une dépense quotidienne de 5 €, se retrouve avec une perte totale de 73 000 €, alors que la personne B, avec un investissement quotidien de 5 €, se retrouve avec un gain de presque 1 million d'euros. La grosse dépense suivante que font les pauvres est liée à l'achat d'une voiture et aux frais qui s'ajoutent. Le paiement moyen d'une voiture en Amérique est d'environ 460 $ par mois. Rouler dans une voiture qui vous coûte près de 500 $ par mois alors que vous n'avez pas une excellente situation financière est tout simplement absurde. La raison pour laquelle les gens le font est souvent pour impressionner les autres. Il y a environ 10 ans, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs mois pour avoir 16 000 € dans son compte. Savez-vous ce qu'il a fait ensuite? Il a pris ces 16 000 € et a contracté un prêt de 16 000 en plus. Il a acheté une voiture qui lui a coûté au total 32 000 €. C'est ça, la définition de l'absurdité. Une telle voiture vous coûtera en plus des frais d'entretien, de réparation et des frais d'assurance tous les mois. Des études de l'American Automobile Association indiquent que la dépréciation est le coût le plus important de possession d'une voiture, représentant près de 40% des dépenses annuelles. Ce qui signifie que l'argent dépensé sur des voitures coûteuses est rapidement perdu. Une analyse de Edmunds.com a montré que les coûts totaux de possession d'une voiture, y compris l'assurance, l'entretien et la dépréciation, peuvent s'élever à plus de 8 000 $ par an, ce qui représente une charge financière importante pour les personnes à faible revenu.
La sagesse serait d'acheter une voiture moins chère, qui coûte peu mensuellement, et d'investir le reste de l'argent dans des actifs qui généreront plus de revenus chaque mois. Imaginez que vous fassiez comme la personne B avec les 5 € par jour. Imaginez la richesse que vous pourriez accumuler. Je vois beaucoup de gens acheter ce qu'ils désirent. J'ai appris il y a longtemps que lorsque vous êtes pauvre, vous n'achetez pas ce que vous voulez. Vous n'achetez pas non plus ce que vous pouvez. Vous n'achetez pas ce que vous désirez. Vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin. C'est l'une des meilleures leçons que j'ai apprises et qui me sert toujours. La troisième grosse dépense que font les pauvres est liée à l'achat d'un bien immobilier. Beaucoup de gourous de la finance mettent en avant l'idée qu'il ne faut jamais acheter quelque chose qui vous coûtera de l'argent tous les mois, surtout quand vous êtes pauvre. Parmi ces choses à éviter, ils incluent également les biens immobiliers. Pour eux, la meilleure chose à faire est de louer un bien modeste qui correspond à vos revenus, au lieu d'acheter un bien plus cher qui vous fera dépenser de l'argent tous les mois. Si vous devez acheter, vous ne devriez le faire que si le bien que vous achetez vous rapporte des revenus de location mensuels qui contribueront à accroître votre richesse jusqu'au moment où vous aurez assez d'argent pour vous permettre de louer ou d'acheter n'importe quel bien que vous voulez. Il justifie la location modeste plutôt que l'achat d'un bien coûteux pour la simple raison que, lorsque vous avez un revenu faible, louer vous permet de bénéficier de certains avantages. En revanche, lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence, vous avez énormément de frais à payer tous les mois, les crédits à rembourser, les assurances, les frais d'entretien, les frais de réparation, les taxes d'habitation, les taxes foncières, etc. L'idée très populaire et ancrée dans la psychologie humaine est que posséder un bien immobilier ou louer un logement plus grand et mieux situé représente un symbole de stabilité et de réussite. Cette idée est généralement très répandue parmi les personnes à faible revenu. Mais pourquoi vouloir 45 mètres de plus dans votre appartement quand ces 45 mètres ne sont absolument pas nécessaires et vous coûtent énormément d'argent tous les mois? La propriété est souvent perçue comme une sécurité à long terme, même si elle entraîne des coûts élevés. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les coûts d'entretien d'une maison peuvent représenter jusqu'à 1% à 2% de la valeur de la maison par an. Des recherches de Zillow montrent que le coût total de possession d'une maison, y compris les taxes foncières, les réparations et l'entretien, peut représenter jusqu'à 4% de la valeur de la maison chaque année. La dépense suivante est celle liée aux achats d'objets non essentiels, tels qu'un iPhone dont vous n'avez absolument pas besoin, ou un ordinateur dont vous n'avez pas besoin. Une étude menée en Amérique a révélé que 44% des gens ont des dettes de carte de crédit à cause d'achats impulsifs, ce qui montre comment ces dépenses non essentielles peuvent entraîner des charges financières à long terme. Ces dépenses proviennent très souvent des pressions sociales que les gens subissent pour paraître d'une certaine manière. Cette pression sociale fait croire aux gens qu'en ayant un iPhone 15 qui coûte 1 600 €, ils sont mieux respectés, mieux regardés, etc. L'argent dépensé dans des objets non essentiels aurait pu être investi ou épargné, créant ainsi des opportunités de croissance financière et de sécurité à long terme. De plus, ces dépenses réduisent la capacité d'une personne à constituer, par exemple, un fonds d'urgence ou à investir dans des actifs productifs. Le pire qui puisse arriver est que, en achetant des objets non essentiels, vous pouvez vous retrouver avec un encombrement physique et mental, rendant la gestion de votre vie quotidienne beaucoup plus complexe. La solution est de faire des achats stratégiques et sélectifs, comme le font les personnes riches. Elles sont généralement plus sélectives et stratégiques dans leurs achats, privilégiant la qualité et la durabilité sur la quantité. Ces personnes investissent également dans des choses qui leur apportent une valeur réelle et durable. Elles préfèrent également investir dans des expériences enrichissantes, comme les voyages, l'éducation et les loisirs, qui apportent une satisfaction durable. Elles investissent aussi dans des actifs financiers et immobiliers qui génèrent des revenus et augmentent en valeur avec le temps. Je respecte énormément votre temps,
donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez une deuxième partie à cette vidéo, likez-la.